Nous allons aujourd'hui, avec nos invités, nous concentrer particulièrement sur la gestion de la crise par les autorités, qu'elles soient fédérales avec le Conseil fédéral ou vaudoises avec le Conseil d'État. Pour en parler, nous avons aujourd'hui trois invités avec nous. Nous avons Noémie Rensch, qui est secrétaire politique de Solidarité Vaud. Bonjour Noémie. Salut Pascal, salut à toutes et tous. Nous avons Pierre Conscience, qui est conseiller communal Ensemble à gauche à Lausanne, militant de Solidarité Vaud et ancien secrétaire politique de Solidarité Vaud. Salut Pascal. Adrien Buclin, qui est député au Grand Conseil vaudois sous la bannière Ensemble à gauche et également militant de Solidarité. Bonjour. Alors, on va directement entrer dans le vif du sujet. Noémie, on a beaucoup entendu parler, notamment dans les cercles critiques de la gestion de la crise, le slogan « Nos vies valent plus que leurs profits ». Est-ce que, selon toi, les diverses autorités fédérales et cantonales sont allées assez loin dans leurs mesures destinées à protéger la population des effets de la crise du Covid-19 ? Alors non, je pense que je vais être assez directe et claire et je pense qu'on a eu vraiment un certain nombre d'exemples ces derniers mois et demi que en fait pour les autorités cantonales, communales, et je pense qu'il faut le dire d'office, les autorités cantonales et communales qui marchent main dans la main avec Économie Suisse, main dans la main avec le centre patronal et qui finalement ont pris toutes leurs décisions pour éviter au maximum que ces organes-là et ces organisations-là ne pâtissent trop de la crise. Et donc je pense qu'on peut dire que pour eux, leurs profits valent bien plus que nos vies. Et que c'est bien là que le problème se situe, c'est que finalement on a des intérêts opposés entre la majorité de la population qui tente de respecter au mieux finalement les mesures qui ont été annoncées, qui essaie de respecter tout ce qui concerne la distanciation sociale. On a arrêté de voir certains de nos proches, on a arrêté un certain nombre des activités collectives qui nous font vivre. Et en parallèle de ça, on a des autorités cantonales et communales qui se refusent à prendre des mesures et qui se refusent à avoir une responsabilité politique qui permettrait finalement de protéger notre santé. Je pense que ça a commencé aux alentours du 17 mars avec le refus et l'obstination à ne pas vouloir fermer les secteurs de l'économie non essentiels. On a continué à travailler sur les chantiers, on a continué à travailler dans l'industrie, sans protection possible. Enfin, on a vu des images absolument dingues prises par le syndicat UNIA de chantiers où il y a une toilette pour 25 personnes et un gel hydroalcoolique dans une cabine et c'est tout, et c'est ça qui est considéré comme une protection suffisante. Et puis on a eu des grands discours du Conseil fédéral, du grand discours du Conseil d'État qui disait tout ce qui peut garantir les moyens de protection suffisants peuvent rester ouverts, le reste doit fermer. Puis en fait, finalement, on se rend très bien compte que absolument tout est resté ouvert. Et ce, malgré les cris d'alarme des syndicalistes et des travailleurs et des travailleuses qui, depuis le début, démontrent qu'en fait, on n'est pas du tout prêt à faire face à une crise pareille et que les moyens mis à disposition pour protéger la population sont insuffisants. Donc ça, je pense que c'est la première chose. Et puis, donc, il y a eu un refus absolu de fermer ces lieux de travail non essentiels. Et puis, surtout, il y a eu, de la part du Conseil d'État vaudois, pour moi, un moment où il aurait pu prendre la responsabilité et faire les démarches nécessaires pour pouvoir mettre en place les mêmes choses qui se sont faites au Tessin. Donc il faut rappeler que le canton de Vaud, c'est un des cantons les plus touchés par la crise du coronavirus avec le Tessin et avec le canton de Genève. Et le Tessin a, disons, pris sa responsabilité en demandant au Conseil fédéral la possibilité de fermer ces lieux de travail non essentiels. Et le Conseil d'État vaudois aurait pu faire la même chose. On a entendu Noé Gorité plusieurs fois dans les médias qui disait que c'était vraiment dramatique que le Conseil fédéral se soit octroyé les pouvoirs sur ces questions-là et que elle et les autres avaient les poings liés. Et en fait, c'est pas vrai. Je pense que simplement, ils n'ont pas voulu prendre les mesures qui s'imposaient, ils n'ont pas voulu entendre ce que les syndicats leur criaient et ils ont refusé de fermer ces lieux de travail non essentiels. Ils ont continué à envoyer des centaines et des milliers de gens travailler tous les jours. Et maintenant que le Conseil fédéral a annoncé un déconfinement progressif à partir de la semaine prochaine, ça continue. Je veux dire, cette irresponsabilité politique qui fait passer les profits des grandes entreprises avant notre santé et nos vies, elle continue. Comment est-ce qu'on veut rouvrir des lieux de travail? Comment est-ce qu'on veut rouvrir des commerces alors que déjà dans les secteurs essentiels de la santé, le personnel ne dispose pas des masques en suffisance, il ne dispose pas de gants en suffisance? Moi, je trouve que c'est vraiment irresponsable et je trouve que ça met très très clairement en lumière le fait que pour eux, en fait, notre santé ne vaut pas grand-chose. Et je pense qu'une autre chose qui le démontre un peu plus, c'est que si on regarde en amont de cette crise,
quand ils nous disent on est là-dedans tous dans le même bateau, on était tous surpris et pris à court, c'est pas vrai. Il y a de plus en plus d'exemples et d'articles et de rapports qui montrent qu'en fait l'annonce de cette épidémie, ça fait des années et des années qu'elle est là. Il y a eu des simulations aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays d'Europe pour voir comment gérer une crise comme ça. Donc ils savaient que ça allait arriver. Et pourtant, ils ont fait le choix depuis des décennies d'appliquer des politiques néolibérales à la santé, de réduire de plus en plus les finances des hôpitaux, de couper dans la recherche et dans les institutions qui auraient permis de prévoir une crise pareille. Et du coup, en fait, ça fait des années et des années que la politique qu'ils mènent fait passer nos vies après leur profit. Merci beaucoup, Naomi, pour ces réponses. Donc, on va passer à Pierre. Donc, Pierre, Naomi a beaucoup parlé justement des décisions. Naomi a beaucoup parlé des décisions qui étaient prises par les exécutifs dans la gestion de la crise, parce qu'effectivement, actuellement, au vu du gel provisoire des parlements, ce sont les exécutifs qui gèrent intégralement la crise. En parallèle de ça, on a vu qu'il y avait une partie de nos libertés individuelles qui, au nom de la lutte contre le Covid-19, où on a même parfois entendu dans les médias ou dans la bouche de dirigeants le terme de guerre contre le Covid-19, donc nos libertés individuelles, au nom de la lutte contre cette maladie, sont restreintes. Que penses-tu de cette situation ? Je pense en effet qu'en Suisse, comme ailleurs en Europe du reste, la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 fait planer la menace d'un tournant autoritaire et antidémocratique dans nos sociétés occidentales en l'occurrence. Je pense qu'il faut le souligner, les mesures qui sont prises, comme tu le disais dans la question que tu me poses, elles restreignent considérablement nos droits démocratiques et nos libertés fondamentales. Et par conséquent, je pense que la situation requiert vraiment une vigilance accrue de toutes les forces progressistes qui défendent une société la plus pleinement démocratique possible. Je pense vraiment que cet aspect est d'autant plus crucial que la situation qu'on vit ne va pas s'interrompre à la fin du mois, elle ne va pas s'interrompre à la fin de l'été. Il est plus que probable que cette situation de crise épidémique qui s'enchasse dans une crise économique beaucoup plus globale soit amenée à durer encore de nombreux mois, voire même se perdurer sous des formes sûrement différentes dans les années qui suivront. Il y a donc un climat, si on continue dans cet état d'exception, favorable au fait que cet état justement d'exception se pérennise et devienne permanent, et donc que nos droits et nos libertés soient mis à mal, voire simplement bafoués pour certaines d'entre elles et de façon durable. Et bien sûr que dans l'urgence de la crise sanitaire, il y a une part de nécessité à cette situation. On doit appliquer des mesures de protection sanitaire qui ont inéluctablement un impact sur nos modes de vie et notamment sur notre possibilité de nous réunir physiquement. Donc évidemment, tout n'est pas à jeter dans les mesures qui sont prises, il faut le souligner d'emblée. Mais il y a aussi le fait que l'exercice de ces droits et de ces libertés n'est visiblement pas une priorité pour le Conseil fédéral ou pour les autorités cantonales. C'est même plutôt l'inverse qui voit le jour, avec la volonté affichée de développer ou de renforcer des mesures de contrôle et de surveillance de la population. Sans développer, on peut évoquer ces tentatives de géolocalisation par le smartphone pour pouvoir surveiller la bonne mise en œuvre de l'interdiction des réunions, ou encore, comme ça se fait dans d'autres pays, le développement de la vidéosurveillance, voire de vidéosurveillance thermique pour pouvoir vérifier qui est malade et se déplacerait dans la rue. Là, je pense qu'on va vers des dérives qui sont potentiellement graves. Et plus généralement, je pense que si nos dirigeants avaient la volonté de préserver autant que faire se peut les libertés et les droits démocratiques, eh bien, d'autres dispositions importantes seraient prises, notamment pour limiter autant que faire se peut ces impacts sur nos droits et sur nos libertés. Un exemple, je pense qu'il devrait vraiment être garanti à chacun et chacune dans cette situation de semi-confinement dans laquelle on est, un accès égal et gratuit à l'information, mais aussi à des moyens de communication et d'échange pour permettre à toutes et tous, dans cette société qui se veut démocratique, de continuer de s'exprimer, de pouvoir interpeller publiquement, de pouvoir s'organiser collectivement. Or, c'est le contraire qui s'observe, puisque rien n'a été fait ni mis en place pour garantir ces droits à l'information et à la participation à une vie citoyenne démocratique élémentaire, dans un contexte où, on le sait, la fracture numérique est importante encore en Suisse aujourd'hui et revêt plus que jamais un enjeu démocratique essentiel dans une situation où on est aujourd'hui confiné. Et bien sûr, on est nombreux, et je pense que cette interview d'aujourd'hui est un des exemples, à franchir cette frontière du virtuel aujourd'hui pour continuer autant que faire se peut de réfléchir et d'agir ensemble, collectivement. Mais en matière de droits démocratiques, il y a bien des oubliés, et c'est ça qu'il faut souligner.
Comme enseignant, notamment, je constate chaque jour que cette barrière, elle existe pour de nombreuses familles qui n'ont pas d'ordinateur, pas d'accès à Internet. Ça pose évidemment des problèmes pédagogiques pour eux, mais ça pose des problèmes démocratiques fondamentaux. Et tu le relevais dans la question que tu me poses, en matière de droits démocratiques, évidemment, c'est essentiel, la mise en shutdown de toutes les activités parlementaires du pays constitue une détérioration significative. Car au fond, laisser la gestion de crise au gouvernement constitue évidemment une dérive dangereuse en toute situation. Et ce n'est pas pour rien qu'on fait des analogies ou des parallèles avec un contexte de guerre. Les décisions prises aujourd'hui, de ce fait, ne sont plus contrôlées, ni même ratifiées par les parlements cantonaux et par les chambres fédérales. Alors évidemment, il ne faut pas non plus idéaliser ces institutions, hein, Solidarité, comme d'autres forces anticapitalistes de gauche ou progressistes, dénoncent les carences démocratiques qui déjà existent dans ces institutions, et il y a beaucoup à revoir, mais il ne faut pas non plus sous-estimer ce que ça implique de supprimer tout bonnement l'action de ces parlements, puisque pas de parlement signifie au fond pas de contrôle un tant soit peu démocratique de l'action gouvernementale, et pas de possibilité de pouvoir l'interpeller, confronter le gouvernement à ses décisions, ni de pouvoir faire remonter les attentes et les préoccupations de la population dans cette enceinte parlementaire. Donc voilà, nous, depuis le début de la crise, Solidarité comme Ensemble à gauche, nous défendons vraiment le fait que les assemblées législatives, les parlements à tous les niveaux, communal, cantonal, fédéral, continuent leur travail essentiel de contrôle démocratique, d'interpellation, de proposition et de décision qui doit jouer. Je rappelle que c'est quand même censé être le premier des trois pouvoirs qui représente la population. Donc on est vraiment dans une situation de carence démocratique importante, qu'il est urgent, il est urgent de fermer cette parenthèse en quelque sorte. Elle n'aurait jamais dû s'ouvrir. Et je pense que le plus vite les parlements pourront refonctionner, le plus on pourra s'éloigner de cette situation finalement peu démocratique dans laquelle on gère cette crise. Mais par-delà la démocratie parlementaire, je pense que la situation, le contexte dans lequel nous vivons nous disent plus que jamais que c'est sur les lieux de vie et de travail que les droits démocratiques doivent faire irruption. Les mesures, ça a été dit par Noémie tout à l'heure, les mesures sanitaires ne sont souvent pas respectées sur les lieux de travail et les travailleuses, les travailleurs qui s'y trouvent sont contraints de s'y rendre souvent dans des secteurs qui auraient tout à fait pu être interrompus parce que pas nécessaires au fonctionnement minimal de l'économie. Et nous pensons qu'il est impératif que les travailleurs, les travailleuses puissent décider collectivement de l'interruption de leur activité. Dans le même sens, je pense que c'est le moment de défendre un droit universel de retrait, c'est-à-dire la possibilité pour tout travailleur, toute travailleuse qui se sent menacée dans sa santé ou son intégrité personnelle sur son lieu de travail, un droit absolu de pouvoir s'en éloigner dans un premier temps. Il faut aussi que les syndicats soient mis à contribution et puissent participer aux décisions qui sont prises en la matière. Et de façon plus générale, je pense que c'est l'occasion de dire que les travailleurs doivent pouvoir décider ce qu'on produit, dans quelles conditions de protection, mais aussi dans quel but dans une situation de crise sanitaire aussi aiguë. Je pense qu'ils devraient avoir la voix au chapitre sur ce qui doit être produit, quand, mais aussi certaines entreprises qui pourraient devenir des secteurs stratégiques pour produire des biens qui sont nécessaires pour renforcer le système sanitaire et faire face à cette crise. Eh bien, je pense que dans ces secteurs-là, les travailleurs devraient pouvoir décider de réorienter une partie de leur production. Donc voilà, je dis en quelques mots le fait que, comme le disait Jaurès au début du XXe siècle, la Révolution française a fait de l'ouvrier un roi dans la cité, mais l'a laissé serf ou esclave dans son entreprise. Je pense que c'est malheureusement encore de pleine actualité aujourd'hui. Il n'y a pas de démocratie sur les lieux de travail. Et je pense qu'aujourd'hui, dans une situation de crise qui est celle qu'on vit, il est plus que jamais important d'établir, de mettre en place des réels fonctionnements démocratiques pour que les salariés puissent au fond décider de leur destin et de ce qui se passe sur leur lieu de travail. Voilà en quelques mots ce qui me semble nécessaire de mettre en place pour garantir des garde-fous démocratiques dans cette situation de crise et éviter le tournant autoritaire qu'on voit planer dans l'ambiance actuelle. Merci beaucoup Pierre pour cette réponse. Hein. Donc on voit que de très nombreuses décisions sont prises par les exécutifs en particulier, sans beaucoup, voire sans aucune supervision
des divers parlements. Donc des décisions, il y en a beaucoup qui ont été prises. Il y a notamment eu des décisions financières assez élevées qui ont été prises. Donc Adrien, la Confédération et le canton de Vaud ont annoncé respectivement qu'ils allaient débloquer des dizaines de milliards de francs pour la Confédération et des centaines de millions de francs pour le canton pour faire face aux conséquences économiques de la crise du Covid-19. Pour toi, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ces sommes sont suffisantes? C'est vrai que quand on parle de 60 milliards venant de la Confédération, ça paraît beaucoup, beaucoup d'argent, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est essentiellement des prêts aux entreprises, donc c'est pas de l'argent qui est mis à fond perdu, mais une bonne partie de cet argent va être remboursé dans les années suivantes par les entreprises, donc ça relativise quand même l'ampleur des montants, et surtout, bien sûr, c'est important d'éviter les faillites d'entreprises, et je pense qu'on n'est pas opposé sur le principe à ces prêts, mais le grand absent de la réponse des autorités, la grande lacune, c'est quand même qu'on a très peu euh, de moyens qui sont mobilisés pour le maintien de revenus permettant de vivre dignement, en particulier pour les salariés qui ont des petits revenus, pour les salariés modestes ou pour les petits indépendants. Par exemple, je rappelle qu'il y a environ 10% des salariés en Suisse qui gagnent moins de 4 300 francs bruts par mois pour un plein temps. Et une grande partie d'entre elles et eux tombent au chômage partiel, ce qui signifie, avec le chômage partiel, qui touche que 80% de leur salaire. Quand vous gagnez 4 300 francs bruts à plein temps, que vous tombez au chômage partiel, ça fait des revenus qui tournent autour de 3 400 francs, voire moins pour les personnes qui n'étaient pas à plein temps. Et c'est pas seulement pour 1 ou 2 mois, mais ça peut être pour davantage. On voit dans des secteurs comme l'hôtellerie-restauration que le chômage partiel sera maintenu au minimum jusqu'à juin, voire au-delà. Donc c'est des pertes de revenus, et le fait de se retrouver avec bien moins de 4 000 francs par mois sur plusieurs mois qui mettent les gens dans des situations vraiment impossibles. On voit d'ailleurs que les recours aux colis alimentaires et à l'aide d'urgence augmentent très fortement c'est pour les petits salariés, les petits indépendants, donc c'est très préoccupant. Et disons, la critique majeure que j'aimerais faire au plan de la Confédération et dans une certaine mesure aussi aux autorités vaudoises, c'est que finalement, le maintien du pouvoir d'achat, le maintien des revenus des petits salariés, des petits indépendants, ce n'est pas une préoccupation aujourd'hui des autorités. Et de ce point de vue-là, sur le plan social, la réponse est loin d'être à la hauteur. Surtout que les finances de la Confédération, du canton de Vaud sont extrêmement bonnes, extrêmement saines, donc on aurait les moyens d'une politique sociale beaucoup plus ambitieuse. Je rappelle par exemple que le canton de Vaud dégage depuis 15 ans des bénéfices systématiquement année après année, donc la situation est extrêmement saine et on pourrait mobiliser notamment sur le plan vaudois, on pourrait mobiliser des moyens. Sur le plan vaudois, nous demandons par exemple une allocation cantonale pour les petits revenus et petits indépendants qui viendrait compléter le chômage partiel ou l'allocation perte de gain et qui permettrait d'éviter des revenus beaucoup trop faibles comme on le voit aujourd'hui. Et bien sûr, ces mesures sociales, dernier point mais vraiment important, doivent s'accompagner d'une régularisation collective des travailleuses et travailleurs sans papier qui aujourd'hui n'ont même pas le droit à des mesures type chômage partiel. Donc il est impératif que ces personnes puissent avoir un statut puisqu'elles travaillent ici depuis des années pour qu'elles puissent bénéficier de ces aides sociales. Merci beaucoup, Adrien, pour ta réponse. Je vais revenir à toi, Noémie, peut-être aussi un peu pour rebondir, pour poursuivre ce qui a été dit. Donc, on a une partie des personnes qui sont, on a des gens qui sont touchés par le chômage partiel et une perte de revenus parce que leur secteur d'activité, leur secteur de travail sont arrêtés ou presque, mais il y a aussi
d'autres professions qu'on a très vite commencé à appeler les professions essentielles et qui ont été énormément visibilisées depuis le début de cette crise qui sont là. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces professions, ces secteurs professionnels qu'on dit maintenant essentiels? Quel groupe de la population ça touche? Oui, je pense déjà pour répondre à ce genre de questions-là, il faut rappeler que encore une fois, on n'est pas tous dans le même bateau face à cette crise. Enfin, tu l'as dit, Adrien l'a dit, certaines personnes ont eu des baisses de revenus parce qu'ils ont eu une interruption, ils ont eu un chômage partiel, et aussi simplement certaines personnes ont pu et ont eu la possibilité de rester à la maison, de télétravailler, et d'autres n'ont tout simplement pas eu cette possibilité, notamment parce qu'ils et elles travaillent dans des secteurs qui sont considérés comme essentiels. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense qu'il faut rappeler que ces professions considérées comme essentielles, c'est pas n'importe lesquelles, elles viennent pas de n'importe quel secteur, elles viennent de secteurs qu'on appelle de plus en plus le secteur du care, le secteur du travail qu'on appelle reproductif, c'est-à-dire le secteur de la santé, le secteur des soins à la personne, le secteur du nettoyage, le secteur de la vente. Et en fait, ces professions-là, elles sont occupées et elles sont représentées majoritairement par des femmes. Pas parce que les femmes ont une nature profonde qui fait elles ont envie de prendre soin des autres personnes, mais simplement parce que la société dans laquelle on vit a une organisation sociale, politique et historique qui fait que ce sont les femmes qui sont les plus représentées dans ces corps de métiers-là. Donc voilà, la crise sanitaire actuelle n'a pas un genre, mais par contre, les personnes au front pour combattre cette crise sanitaire tous les jours et qui mettent leur vie et leur santé en danger ainsi que celle de leurs proches, elles ont un genre et c'est principalement des femmes. Ça, c'est la première chose. Et donc, ces professions-là, c'est des professions qui sont peu visibilisées, qui sont peu rémunérées et qui, comme je le disais en introduction, depuis des années subissent des attaques néolibérales ultra importantes pour privatiser le secteur de la santé, pour privatiser le secteur du nettoyage, pour privatiser... Enfin voilà, elles subissent des attaques extrêmement importantes. On a entendu Macron, c'est en France, mais la même chose peut s'appliquer à la Suisse, au début de la crise, larmoyant dans une prise de parole qui disait qu'en fait certains de ces secteurs ne devraient absolument pas être soumis à la loi du marché, et on dirait qu'il redécouvre un petit peu et qu'il redécouvre certainement de manière assez stratégique que en fait c'est exactement ce que disent les travailleurs et les travailleuses de ces secteurs-là depuis des années. Donc voilà, on est face à des professions qui sont généralement peu visibilisées et qui soudainement, parce qu'elles sont au centre de la crise, se retrouvent sous le feu des projecteurs et reçoivent des applaudissements fournis et chaleureux tous les soirs pour les remercier de leur travail. Le problème, c'est qu'en parallèle de ça, donc, ces femmes qui vont travailler tous les jours bénéficient pas des moyens dont elles ont réellement besoin pour les soutenir. On a parlé avant de l'argent débloqué par la Confédération pour soutenir les entreprises et l'économie, mais ils sont où les moyens financiers et humains pour venir soutenir ce secteur de la santé qui est à bout de souffle en fait? On les remercie tous les jours pour leur travail, mais concrètement, qu'est-ce que nos gouvernements font pour s'assurer que ces femmes qui travaillent ne se retrouvent pas en fait à bout de souffle, dépassées, qu'elles ne tombent pas malades de manière massive. Enfin voilà, donc je pense que c'est un exemple encore supplémentaire que la politique et l'organisation de société, elle est genrée et qu'en fait, même dans des périodes de crise où les femmes sont au centre et travaillent d'arrache-pied pour assurer notre protection à tous, on ne leur donne pas la reconnaissance nécessaire. Et donc moi, ce que j'espère très très fort et ce pourquoi il va falloir se battre, c'est pour qu'à la sortie de cette crise, il y ait une mobilisation massive de ces secteurs-là pour réclamer enfin la reconnaissance et la valorisation salariale à laquelle elles ont largement le droit. Donc ça, c'est la première chose. Et puis je pense qu'une deuxième chose qui est un peu moins liée aux professions dites essentielles, mais qui est liée toujours à cette idée que finalement on n'est pas du tout toutes et tous égaux face à cette crise, c'est qu'il y a les grands oubliés de la crise, c'est-à-dire celles et ceux qui bénéficient d'aucune aide, celles et ceux qui n'ont pas eu le choix de continuer à aller travailler sur les chantiers, celles et ceux qui n'ont pas eu le choix d'aller continuer à nettoyer nos rues. Et ces personnes-là, ce n'est pas non plus n'importe qui dans la population. C'est, pour ce qui est du secteur de la construction, majoritairement des hommes, très souvent immigrés, de classes sociales pauvres, défavorisées. Donc voilà, cette crise, ce n'est pas la crise des élites bourgeoises blanches bien installées dans leur quartier. Cette crise, c'est aussi la crise des travailleurs et des travailleuses pauvres, des femmes, des immigrés, des personnes non blanches. Et je pense que c'est important de le dire et que c'est important de se rappeler aussi que ces personnes-là, quand on a fait face à une crise, l'ont reçue de plein fouet, mais ont aussi tout mis en œuvre pour essayer de la contenir le mieux possible. Et donc, je pense qu'il y a des mesures qu'il faut mettre en avant là, maintenant, tout de suite, pour garantir une meilleure sécurité à ces travailleurs et ces travailleuses, mais que aussi sur le plus long terme, et il faut déjà commencer à y réfléchir,
à la sortie de cette crise, il faut, par exemple, une revalorisation salariale massive du secteur de la santé avec l'introduction d'un salaire minimum à 4 500 francs par mois. Il faut une réduction du temps de travail pour permettre à toutes et tous de partager la surcharge de travail ménager, de travail du care, de soins des enfants qui repose essentiellement sur les femmes qui occupent en plus de ça des emplois absolument essentiels. Et je pense que ça, il faut déjà le dire aujourd'hui et maintenant, parce qu'on peut être sûr que les élites politiques qui, pour l'instant, se fondent en applaudissements et en remerciements, dès la sortie de la crise, ils auront vite fait d'oublier leurs promesses et puis de mettre tout leur argent et toute leur bonne volonté et toute leur énergie dans des secteurs non essentiels et dans des secteurs économiques dangereux pour finalement la bonne vie de nos sociétés. Merci Noémie pour ta réponse et pour cet exposé sur les groupes de la population les plus touchés au niveau socio-professionnel par les effets de la crise du Covid-19. On peut maintenant passer à la suite des effets politiques par peut-être une question plus localisée. Pierre, tu es conseiller communal dans la ville de Lausanne et tu es du coup de ce fait un observateur de très longue date des actions des autorités lausannoises. Est-ce que tu penses que les services en place et de manière plus générale les pouvoirs publics étaient prêts à affronter une situation telle que nous la vivons actuellement? Et sinon, si ça ne devait ne pas être le cas, où est-ce que tu vois des carences? Ouais, merci pour ta question. Je pense qu'il faut quand même dire deux choses d'emblée. La première, c'est que la ville, une ville commune en Suisse, comme souvent ailleurs, a très peu de marge de manœuvre déjà en situation ordinaire, normale, pour déployer une politique sociale, pour garantir la satisfaction des besoins écologiques et sociaux de toute la population. Évidemment que les pouvoirs fédéraux et cantonaux sont beaucoup plus importants. Et dans la situation de crise actuelle, cette marge de manœuvre est encore plus restreinte. Donc, il faut déjà souligner toutes les limites qu'a une ville pour pouvoir faire face à une crise de cette ampleur, fût-ce une grande ville comme Lausanne. La deuxième chose qu'il faut dire d'emblée, c'est que dès l'annonce des mesures, dès la semaine qui a suivi la mise en œuvre des premières mesures le 13 mars, des choses importantes ont été faites par la municipalité lausannoise tout de suite, notamment l'arrêt de tous les chantiers dont elle a la responsabilité, à part les chantiers les plus urgents comme des problèmes de plomberie, enfin vous imaginez. Mais sinon, qu'elle a pris cette précaution-là que les secteurs privés ne font pas, comme on l'a déjà dit aujourd'hui, qu'elle a garanti le maintien des subventions culturelles. Cela étant, la crise actuelle, je pense qu'elle met quand même en lumière plusieurs insuffisances structurelles de nombreux services essentiels à la population. Et ce sont des carences qu'on a cessé de souligner depuis de nombreuses années, même si évidemment ce n'était pas en voyant venir une crise sanitaire comme celle qu'on vit aujourd'hui. On peut citer quelques exemples, notamment celui de la politique du logement. Depuis des années, Ensemble à gauche défend une politique publique beaucoup plus proactive de développement de logements à loyer abordable. Ça aurait dû passer, ou ça devrait encore aujourd'hui passer, par beaucoup plus de volontarisme en termes d'achat de terrain et de construction de logements. On se bat pour la mise en place d'une régie publique, donc en main des pouvoirs publics communaux, une régie publique de construction de logements qui permettent de déployer de façon beaucoup plus rationnelle une politique proactive de logement. Et sur tous les logements qui sont en main de la commune, nous, ce qu'on défend, c'est le fait que le 100% de ces logements soit sous une politique de soit loyer subventionné, soit loyer contrôlé, mais qui permettent donc n'avoir que des logements à prix abordable pour l'immense majorité de la population, ce qui n'est pas le cas à ce jour dans la politique que mène la ville. Tout ça fait que beaucoup de logements sont actuellement laissés au marché privé et dans les mois à venir, on risque de vivre des situations pour des locataires très difficiles. Et évidemment que si la ville avait été beaucoup plus proactive ces dernières années pour acheter du terrain et avoir une meilleure maîtrise du parc locatif sur son territoire, eh bien, elle aurait pu garantir une meilleure protection des habitants de la ville qui sont des locataires et qui sont l'immense majorité à être dans cette situation. Un autre exemple qu'on peut citer, c'est celui de l'accueil de jour. Depuis des années, nous soulignons le fait qu'il manque des places en crèche et en garderie et que plusieurs centaines de parents sont toujours sur des listes d'attente pour avoir des places. Alors aujourd'hui, les crèches et les garderies sont pour l'essentiel fermées ou réservées aux enfants des travailleurs dits prioritaires. Mais elles vont réouvrir et dans quelles conditions de protection sanitaire? C'est la question qu'on se pose.
Et bien sûr que si la ville avait été beaucoup plus proactive en matière de développement de places en crèche et garderie, nous aurions plus d'espace aujourd'hui et nous pourrions plus facilement envisager la prise en charge d'enfants dans des conditions qui garantissent la protection du personnel, des enfants et de leurs familles. On peut encore évoquer la question des soins à domicile, qui se sont considérablement détériorés. Aujourd'hui, on est dans des situations où dans les CMS, les centres socio-médicaux qui prennent en charge ces soins à domicile, le travail est minuté, les maladies professionnelles sont en développement. On a été plusieurs fois alerté par les salariés de ces centres qui dénoncent ces conditions de travail détériorées. Et évidemment que la crise sanitaire d'aujourd'hui et toutes ces mesures en vigueur viennent encore détériorer ces conditions. C'est pourquoi il est plus qu'urgent que la ville reprenne la main sur les soins à domicile, les villes et le canton, et surtout alloue beaucoup plus de moyens pour permettre une amélioration des soins qui sont apportés dans ce contexte, mais aussi une revalorisation des conditions de travail des personnes qui travaillent là-dedans. On pourrait enfin citer l'hébergement d'urgence, les personnes qui sont sans abri. Là, c'est, je pense, une mesure plutôt positive qui a été prise par la municipalité à la fin du mois de mars, que d'ouvrir plus de places pour garantir à toutes les personnes qui en ont besoin de ne pas avoir à dormir dehors. Mais c'est une situation qu'il aurait fallu pérenniser depuis de nombreuses années, puisque chaque année avant l'hiver, on a cessé de dénoncer le fait que, alors que les températures passaient déjà proches de zéro, des gens étaient amenés à dormir dehors, là aussi déjà dans des conditions sanitaires, enfin des conditions qui pouvaient parfois être dangereuses pour leur santé, de dormir dans les grands froids, etc. Et donc là, je crois qu'il y a vraiment une urgence à ce qu'on ne revienne pas, enfin une nécessité plutôt à ce qu'on ne revienne pas en arrière, et que les places qui ont été ouvertes de façon extraordinaire et temporaire pour la crise du Covid-19 soient maintenues ouvertes à l'issue de cette crise pour garantir à toutes et tous, pour garantir le fait que personne n'ait à dormir dehors. Donc voilà quelques exemples qui montrent que une politique communale plus axée sur la satisfaction des besoins de la population aurait permis d'être mieux à même de faire face à cette situation de crise. Et qu'on peut que regretter le fait que ça n'ait pas été le cas. Et j'espère que cette crise sera l'occasion d'une leçon de choses pour que les pouvoirs publics déploient toutes ces choses que nous demandons depuis de nombreuses années et dont on découvre aujourd'hui qu'on avait bien raison de le faire. Merci beaucoup pour ta réponse, Pierre. On va finir cette entrevue avec une dernière question pour Adrien. Tu peux tout recommencer, on est pour On pas, ouais. Ah, Il a un micro coupé. C'est vrai. Habile. Mais d'accord. Donc mon micro était éteint, donc on peut tout recommencer. D'accord. Alors, merci beaucoup Pierre pour ta réponse à cette question. On va finir cette interview avec une dernière question pour toi, Adrien, et en se tournant peut-être aussi un petit peu vers l'avenir. On a beaucoup parlé des mesures qui ont été prises jusque-là. On va aussi un petit peu parler d'une part de ce qui a été fait avant, mais aussi de ce qui peut être fait dans le futur. Donc de nombreux lieux de travail vont rouvrir, sans compter, comme on l'a dit à de nombreuses reprises, tous les lieux de travail qui n'ont même pas fermé durant les premiers mois de cette crise. Et on parle beaucoup du coup de la problématique de l'hygiène, des mesures sanitaires insuffisantes sur ces lieux de travail. Pour ça, a priori, nous avons des contrôles sanitaires qui sont en place justement pour permettre de faire respecter les mesures, les prescriptions de la Confédération. Est-ce que pour toi, ces contrôles sanitaires, tant de ce qui a été fait jusqu'à maintenant que ce qu'on peut s'attendre dans le futur, est-ce que ces contrôles sanitaires sont suffisants ? Alors, je ne pense pas, malheureusement. Ça fait en fait plusieurs années qu'ensemble à gauche, au Grand Conseil vaudois, on intervient pour dénoncer finalement le manque d'effectifs à l'inspection cantonale du travail. Lors des débats budgétaires, on a à plusieurs reprises demandé des postes supplémentaires d'inspectrices et d'inspecteurs. Donc il y a ce problème de sous-effectifs. Il y a un autre problème, c'est que la direction de l'inspection du travail dans le canton de Vaud, le politicien qui est responsable de ce service, c'est Philippe Lebas, c'est un politicien libéral très lié au patronat et qui finalement fait que cette inspection du travail
montrent beaucoup de complaisance avec les employeurs, même dans le cas où des infractions sont constatées, les plaintes, les dénonciations ont du mal à suivre. Donc finalement, on se retrouve avec un outil de contrôle des conditions sanitaires sur les lieux de travail qui est très peu efficace. Et pourtant, il y aurait beaucoup à dénoncer et à intervenir sur les lieux de travail. Dans le canton de Genève, l'inspection du travail a constaté des infractions aux règles d'hygiène et de distance dans 38% des entreprises contrôlées. C'est quand même une proportion vraiment importante. On peut imaginer qu'on est dans des proportions similaires dans le canton de Vaud. Donc là, c'est évidemment une problématique majeure. On peut qu'appeler les salariés, bien sûr, à se syndiquer, à agir dans des collectifs syndicaux sur les lieux de travail pour dénoncer le fait que les règles d'hygiène et de distance ne sont pas respectées. Et puis aussi, il faudrait appeler l'Office fédéral de la santé publique à enquêter de manière systématique sur les nouvelles contaminations Covid. Ce n'est pas fait jusqu'à ce jour. Une telle enquête systématique permettrait aussi peut-être de mettre à jour les contaminations sur les lieux de travail, mais peut-être que les autorités justement ne sont pas pressées de mettre à jour cette réalité puisqu'elles veulent absolument coûte que coûte relancer le plus rapidement possible la machine économique. Merci Adrien pour ta réponse à cette question. Alors voilà, cette vidéo touche à sa fin. Sur cette vidéo sur les conséquences politiques de la crise du Covid-19. Il y aura d'autres vidéos à venir dans les rangs de solidarité et nous nous réjouissons déjà de vous les partager dans un futur proche.